Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Alors au sommaire ce matin d'Osez investir. On va voir comment on peut emprunter en 2024 pour une acquisition immobilière. On va recevoir Frank Ingels également, qui est directeur de la distribution d'intergestion REM. C'est une société de gestion de portefeuille en société civile de placement immobilier. On va parler perspectives pour 2024 en investissement dans ces fameuses SCPI. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On va voir ça dans un instant. Et on terminera avec Bernard Cadot, notre expert en immobilier, qui va nous parler des projets de fiscalité en ce début d'année 2024. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine avec vous Thomas, 2024 démarre et forcément la question sur financement des acquisitions immobilières est très présente dans l'esprit des acquéreurs. Alors avec vous, est-ce qu'on peut finalement on va pouvoir emprunter dans de bonnes conditions cette nouvelle année? On va attendre de voir comment ça se passe en janvier, Laurence. Mais ce qui est sûr, c'est que les banques sont à l'offensive et sont reparties sur le terrain de la conquête de clients. Alors les banques ont reconstitué d'ailleurs leurs marges et veulent se redéployer. C'est ça. Alors est-ce que ça veut dire que les taux vont baisser? Alors je voudrais d'abord rappeler quand même qu'en fin 2021, nous étions en moyenne autour des 1,12%. En fin 2022, c'était 2,22%. Et la forte augmentation s'est produite quand même en 2023, où au troisième trimestre, nous avons atteint les 3,77%. Mais on sent un frémissement qui va dans le bon sens. On nous prédisait il y a quelques mois, je vous rappelle, quand même un taux à 5% ce mois-ci. Il n'en sera rien. Ils vont se renégocier autour des 4% pour les meilleurs dossiers. Le ralentissement de l'inflation aide cette démarche. Oui, mais il faut également regarder du côté du taux d'usure, Thomas. Oui, alors absolument. Le taux d'usure, d'abord, on va rappeler ce que c'est. Ça correspond au taux maximum légal au-delà duquel une banque ne peut pas accorder un prêt. Alors ça intègre le taux nominal du prêt, les frais divers comme l'assurance emprunteur, les frais de dossier. En 2023, ce taux était revalorisé tous les mois et dorénavant, ce sera trimestriel. Alors selon les données de la Banque de France, le taux d'usure pour les prêts à taux fixe supérieur à 20 ans passe à 6,29% au 1er janvier. C'était 6,11% en 2023. Voilà, alors vous nous parlez à l'instant des bons profils, mais pour les autres, comment ça va se passer pour eux? Alors pour les dossiers au profil plus exposé selon les banques, donc moins rassurant pour eux, il faudra encore attendre très probablement le deuxième semestre 2024. Mais soyons prudents car de fortes baisses de taux entraîneraient des hausses de prix de l'immobilier. Mais le point positif, c'est que tout cela est en train quand même de se détendre. Les lignes bougent, Laurence. Les lignes bougent. Allez, on place à votre invité de la semaine, Thomas. Nous sommes avec Frank Ingels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la distribution d'intergestion REM. C'est une société de gestion de portefeuille indépendante. Intergestion REM développe des CSPI depuis plus de 30 ans. Elle gère et commercialise une offre d'épargne immobilière composée de 2 sociétés civiles de placement immobilier avec notamment 235 immeubles. Bonjour Frank Ingels. Bonjour à tous. L'année 2023 quand même a été mouvementée dans le secteur des SCPI. Alors on va essayer de se rafraîchir un petit peu la mémoire. La collecte nette des SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, a été en repli de 23% au premier semestre 2023 comparé à la même période en 2022. 6 SCPI et pas des moindres avaient annoncé des baisses de prix de leur part, atteignant pour certaines à peu près moins 17,07%. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, a même dû intervenir face à ces mouvements. Alors qu'en est-il, Frank Ingels, 6 mois après? Est-ce qu'on a retrouvé un peu notre sang-froid sur ce marché? Alors c'est vrai qu'il y a eu une série Netflix d'été sur les SCPI avec en effet un choc sur le marché. Moi je parle pas de crise immobilière, je dis qu'il y a eu un choc. Là vous êtes où, vous en avez parlé juste avant Thomas, a été très rapide. On a mis globalement 18 mois à refaire le chemin qu'on avait descendu en quasiment 6 ans. Donc globalement il y a eu un choc et ça a finalement gelé le marché. Geler le nombre de transactions et ceux qui ont vendu dans l'année 2023, c'est ceux qui devaient vendre. Donc il y a eu un problème, on va dire, de flux d'acquisition d'une part. Mais alors, du coup, vous êtes optimiste pour 2024? Nous, chez Intergestion, on reste par nature optimiste. On reste optimiste parce que la mécanique des SCPI, vous l'avez cité, c'est avant tout la collecte. Si on collecte en SCPI, pour rappel, on achète généralement en cash, donc on est de très bons acheteurs sur le marché immobilier. Et quand on a encore cette capacité de collecte, et c'est notre cas, en tout cas aujourd'hui, on a une puissance de feu qui va nous permettre d'acheter aujourd'hui à un niveau d'opportunité qu'on n'imaginait même pas il y a 18 mois. C'est 1,5%, 2% de plus de rentabilité à ISO qualité sur la même typologie d'actifs. On a aujourd'hui des capacités d'achat qui sont très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler
Pour les auditeurs qui nous écoutent ce dimanche matin, qui vont démarrer leur année aussi d'investisseurs, quels sont les fondamentaux à respecter quand on veut investir en société civile de placement immobilier? Parce que je rappelle que c'est pas un achat immobilier pur. On est porteur de parts, on achète des parts qui elles-mêmes vont permettre de détenir un actif indirectement. Ouais, ça permet surtout d'aller, en tant que particulier, aller acquérir une typologie d'immobilier qu'on aurait du mal à acheter. Acheter un bien commercial ou un bureau ou de la logistique ou un immobilier de santé, c'est compliqué de le faire directement. Donc ça permet aussi finalement de rendre accessible un immobilier qui est normalement dédié aux institutionnels. Mais sur la mécanique des SCPI, moi j'aime bien ce thème de revenir au basique. Il ne faut pas financiariser trop ce produit qui est un produit immobilier. Ça veut dire qu'il faut d'abord soigner l'achat, soigner le niveau de prix, essayer d'être le plus négociateur sur le niveau de prix. Ensuite, trouver un très bon locataire. Alors, attendez, on va pas aller aussi vite. Pardon. Si vous le permettez, trouver le bon produit, c'est faire attention à l'emplacement, j'imagine déjà. Ça joue quand même, non? Oui, alors nous on est souvent à contre-courant, je fais intergestion là-dessus, parce qu'on estime que le triptyque, quand on parle d'immobilier, on parle, sous contrôle aussi des autres ici, on parle d'emplacement, emplacement, emplacement. Souvent, oui. Nous, on va mettre en priorité la qualité du locataire, aller chercher des locataires qui sont les moins sujets au cycle. Pour justement qu'il y ait une pérennité, parce que si vous avez le meilleur immeuble au meilleur emplacement, si le locataire ne paye pas en SCPI, vous distribuez pas de dividendes, donc ça fonctionne pas. Alors, quand la qualité du locataire, on va aller étudier, nous, les modèles de business des locataires, leur sécurité aussi financière, et ça va être un critère d'acquisition assez fort. On va y venir. Mais vous disiez également un instant, il faut faire attention à l'achat, c'est-à-dire au prix. Bien sûr, ça, avant tout au prix, bien négocier les prix. Et quand on est un acheteur en cash, je le disais tout à l'heure, on a une puissance de négociation qui est forte. Et puis ensuite, soigner le bail, c'est-à-dire la qualité d'engagement du locataire et sa qualité à lui pour qu'il paye le loyer au long cours. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du commerce, on va s'y intéresser un instant, parce que vous avez aussi investi dans ce domaine, avec tout ce que l'on entend sur les difficultés des enseignes, Covid, inflation, transfert des achats vers le e-commerce. En quoi l'immobilier commercial est un bon placement pour un porteur de parts ? Alors nous, on a été pionniers dans ce domaine, dans ce qu'on appelle les actifs essentiels depuis le post-Covid, mais on l'a fait bien avant, on le fait depuis une douzaine d'années chez Intergestion. Le commerce, souvent mal vu, a pour nous des grandes qualités en immobilier, puisque par définition, le locataire, si vous prenez une grande surface commerciale ou une jardinerie ou une enseigne de bricolage, ils ont vocation à rester. Donc le côté de l'achalandise de la zone est très importante. Et vous avez aussi des baux qui sont très longs. Et vous avez aussi des locataires aujourd'hui, et c'est important dans le contexte d'inflation dont on a parlé aussi, qui peuvent aussi augmenter leur prix, j'ai envie de dire hélas, mais globalement, ils ont aussi une capacité aussi de suivre les évolutions des loyers qui sont aujourd'hui importantes. Alors c'est intéressant ce que vous dites, j'aurais le compléter si vous m'y autorisez, parce qu'il y a quand même des dépôts de bilan d'enseignes comme GoSport, Camailleux, Habitat, on en a parlé dans Oser Entreprendre, les mises en redressement judiciaire quand même de sergents-majors, du pareil au même, le rachat et le démantèlement des hyper et supermarchés casinos. Bon, bref, l'actualité quand même autour des grandes enseignes peut inquiéter un certain nombre de porteurs de parts, même au-delà d'ailleurs de ces frontières. Ces sujets sont sur des temps courts, les dépôts de bilan, alors que l'immobilier sur un temps long. Comment on rend compatible tout ça? Nos filtres d'investissement. Historiquement, si on prend les 10 dernières années, le commerce a passé plusieurs cyclones. L'arrivée du digital, les gilets jaunes, le Covid, la hausse du coût de l'énergie, l'inflation. Donc pour le coup, des tempêtes, il y en a eu. C'est pérenne selon nous si vous avez le filtre d'investissement d'aller chercher des actifs, des locataires qui sont sur des besoins essentiels, un peu le bas de la pyramide de Maslow. Je citais l'alimentaire, qui est un grand vecteur d'investissement pour nous. Donc, aller chercher les locataires les moins sujets au cycle et puis les moins exposés au digital. Et vous avez parlé de l'habillement, de la chaussure, des meubles. Ça, c'est hyper exposé au digital. Si vous êtes sur de l'alimentaire, ce que moi, j'ose pas appeler restauration rapide, mais snacking, là aussi, c'est peu sujet. C'est ce qu'on appelle l'omnicanalité, sans être trop compliqué ce matin. J'ai envie de dire que c'est la logique d'aller chercher des enseignes dont le web n'est pas un canal concurrent, mais sert le commerce en local. Pour conclure sur le commerce, votre stratégie, c'est de faire attention aux classes d'actifs en termes de typologie de locataires, pour bien acheter l'actif et être, j'allais dire, rentable pour le porteur de parts. On est bien d'accord. Alors, vous êtes également dans le domaine de la santé. C'est un domaine intéressant parce qu'on en parle de plus en plus. Vous avez un portefeuille dans ce domaine-là. Ce sont clairement des secteurs d'avenir pour vous.
Au-delà de ce que nous en vivons en qualité de particulier. Alors la santé, c'est le secteur, avec toutes les études qu'on peut avoir, le plus irréfutable, puisque sur le vieillissement de la population, sur notre consommation de soins, les chiffres sont éloquents. Mais nous, on a été travailler la santé d'une manière un peu différente. On n'a pas été chercher des grandes mécaniques d'EHPAD ou de cliniques ou d'hôpitaux. On a une thématique qui est sur la santé de proximité, donc la consommation de soins d'une certaine façon, des laboratoires d'analyse médicale, des regroupements de chirurgiens dentistes, des mini-crèches, donc des choses qui sont un peu partout. C'est un marché qui est complexe en SCPI parce qu'il faut aller chercher plein d'actifs et pas simplement un gros portefeuille, un peu d'actifs partout, mais c'est un marché qui est très rentable avec des locataires qui n'ont pas de clientèle mais des patientèles et qui sont robustes. Même stratégique pour le commerce. Frank Ingels, pour terminer notre entretien de ce dimanche matin, je voudrais qu'en un mot, si vous le permettez, vous me donniez un point de vigilance pour un porteur de part. À quoi doit-il faire attention quand il part dans ce type d'investissement? Alors il y en aurait sans doute plusieurs, mais s'il faut que j'en choisisse un, ce que nous on appelle la réserve de valeur, allez voir le barbarisme qui s'appelle les valeurs de reconstitution. C'est la valeur réelle du patrimoine expertisé de manière indépendante de chaque fonds. Et par rapport à son prix de part, s'il y a des réserves, vous n'aurez pas d'exposition à une baisse de prix de part et vous serez en sécurité et vous aurez la rentabilité chaque mois ou chaque trimestre. Merci Frank Ingels. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes donc directeur de la distribution d'Intergestion REM. Allez, on passe au coin de l'expert. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et Thomas, ce matin, nous sommes avec Bernard Cadot, notre consultant expert en immobilier, et vous continuez à nous parler de la fiscalité sur l'immobilier. Oui, Laurence, parce que le législateur est toujours un peu créatif quand il s'agit d'impôts. Bernard, vous allez nous aborder ce matin un sujet qui est, selon vous d'ailleurs, une fausse bonne idée, le CPO. Allez, encore un acronyme. Vous allez nous expliquer lequel? Oui. Alors le CPO, ça signifie Conseil des prélèvements obligatoires. Oui, ça existe. Et ça dépend de la Cour des comptes. Et ça consiste en quoi justement ce CPO? Alors, le CPO, il fait des projets, il fait des recommandations. Les magistrats financiers, ils appellent à une large refonte fiscale pour faire peser davantage de prélèvements fiscaux sur la détention du patrimoine immobilier plutôt que sur l'acquisition des biens. Ça se traduirait par une baisse, voire une suppression des droits de mutation à titre onéreux, vous savez, les fameux frais de notaire. Et en même temps, une augmentation parallèle de la taxe foncière. En clair, on allège l'acquisition et on alourdit la détention. Alors, quels sont justement les objectifs, Bernard, qu'ils visent à travers cette possible transformation de la fiscalité? Il y en a 3 très clairement ciblés. Le premier, c'est de faciliter l'accès à la propriété. Ça, c'est vertueux, bien évidemment. Le second, c'est de favoriser la mobilité géographique. Là encore, c'est vertueux et nécessaire au niveau de l'économie. Et puis en dernier, c'est assurer aux collectivités territoriales des recettes plus stables via la taxe foncière après la disparition de la taxe d'habitation, parce qu'on a oublié que cette disparition de la taxe d'habitation privait les collectivités locales de certaines ressources. Alors, on devrait être content de cela, a priori, dans ce que vous nous dites, et pourtant, ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça. Ben non, Thomas, comme toujours, le diable se cache dans les détails. Sur le fond, effectivement, pourquoi mettre en balance la baisse des droits de mutation à titre onéreux, qui est vertueuse, et l'augmentation de la taxe foncière, si ce n'est pour faire de la compensation? On est au cœur des injonctions contradictoires auxquelles nous sommes hélas habitués. On veut favoriser l'accès à la propriété, mais à peine propriétaire, on est puni de l'être devenu. Quelle drôle de vision sociale et économique, vous l'avouerez. Jacques Chirac avait théorisé en son temps la fracture sociale. Il s'agit ici d'une fracture ouverte entre propriétaires et locataires. Les premiers, chargés de tous les maux, paient toutes sortes de taxes, taxes foncières, habitation sur la résidence secondaire, etc., etc. Quand les seconds sont exonérés de tout ce qui concerne l'habitation. Allez, un petit mot pour conclure, Bernard. Attention, le mot c'est attention à ne pas entretenir cette idée très manichéenne opposant les gentils aux méchants. C'est un vrai facteur de division, inodore, incolore, qui avance à bas bruit, mais qui avance. Merci Bernard. Pas de gentil, pas de méchant, bien compris. Merci beaucoup et Thomas Binet, on vous retrouve le week-end prochain. Avec grand plaisir, Laurence. Merci. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.